Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Comme l'a dit Camille, ce soir on accueille effectivement Camille, qui est Camille Lardy. Donc Camille est en doctorat d'anthropologie à l'université de Cambridge. Elle est thésarde depuis 2 ans là-bas. Et la particularité, c'est qu'elle est arrivée en janvier 2017 au Simone, avec comme projet de faire une recherche sur les initiatives politiques des catholiques. Donc, 2 particularités, cette démarche d'anthropologue et le fait d'être en coworking au Simone pour faire cette recherche. Du coup, ma première question, ça va être sur l'approche vraiment d'anthropologue, parce que finalement, on a régulièrement des discours aujourd'hui, que ce soit journalistiques ou des essais sur l'engagement politique des catholiques. C'est quand même devenu quelque chose de relativement à la mode, notamment dans le cas des dernières présidentielles. Il y a eu beaucoup d'analyses de fait sur la nouvelle mobilisation des catholiques, leur présence, leur pouvoir, etc. Et donc là, on a quelqu'un qui choisit pas l'approche des sciences politiques, mais l'approche de l'anthropologie. Donc d'abord, peut-être comprendre la méthode et qu'est-ce que ça a de particulier. Merci Camille et puis Marie-Hélène. Je dois vous avouer que je suis un tout petit peu stressée parce que c'est vrai que je parle de quelque chose que ça fait 1 an que j'essaye d'expliquer et de présenter aux personnes du Simone. Et c'est vrai que vous parler de vous vu par moi, c'est un peu... Enfin, j'espère que vous allez être content de ce que je raconte. Et si oui, parlez-moi après, parce que ça fait toujours partie de ma recherche. Les réactions que vous pouvez avoir à cette conférence sont aussi incluses dans la suite de mon étude ici qui va durer jusqu'en décembre. Et si vous n'êtes pas d'accord, d'autant plus, dites-le-moi. Donc Camille a parlé tout à l'heure du fait qu'on ne s'attend pas forcément à trouver une anthropologue en France et qu'on l'attend plutôt dans des lieux humides, je crois qu'il a dit. En Amazonie. En Amazonie, ouais, ça c'est le classique Lévi-Strauss chez les Français. Moi je peux vous raconter un peu vite fait comment je suis arrivée à ce sujet d'étude du coup. J'ai fait une licence d'anthropologie à Cambridge et c'est pendant cette licence, en 2012 et 2013, qu'a eu lieu la Manif pour tous en France. Donc j'ai vu de façon assez distante et lointaine, mais comme toutes les personnes qui ont suivi cette manif par le biais des médias, j'ai été assez interrogée par la façon dont ça se passait, les diverses réactions des uns et des autres. Et du coup, quand je suis arrivée en master et en doctorat, c'est là que je me suis dit, quitte à trouver un objet de recherche, plutôt que de tomber dans plutôt que de me dire je vais aller très loin pour trouver un sujet de recherche exotique et différent et spécial, pourquoi pas commencer beaucoup plus près de chez soi, où on trouve de la complexité bien assez intéressante et bien assez riche quelque part pour remplir plusieurs thèses. Et en fait, le début d'un projet de recherche en anthropologie se base toujours sur cette première observation qu'il se passe quelque chose de complexe quelque part, donc évidemment ça peut avoir lieu n'importe où. Et donc dans mon cas, l'observation assez évidente que la Manif pour tous avait été vécue de multiples façons, à la fois par les personnes qui y ont pris part et par les personnes qui l'ont observée dans la société, par les médias, etc. Et que cette manifestation a soulevé des questions de comment est-ce qu'on s'engage dans la vie publique, quelles sont les expressions de manifestation qui sont recevables ou pas, pourquoi, et puis la question classique qui revient très régulièrement de ce que font en général les catholiques sur la scène publique, dans la politique, dans les médias, etc. Une question qui est en général traitée, je la lis comme ça, une question qui est en général traitée en termes de devraient. Les catholiques devraient faire ceci et cela par rapport à la vie publique. D'un côté, les acteurs de la vie politique se basent sur des lois, sur des textes rationnels en disant on devrait faire ceci, cela. Et les catholiques eux-mêmes, quand ils publient des livres sur, comme on en a eu plusieurs dans l'année, entre Jean-Luc Marion ou Jean-Noël Dumont, entre autres, des livres qui sont très bien et qui disent les catholiques devraient s'engager comme ceci, comme cela. Et pour des raisons qui sont bien expliquées dans ces livres, mais qui ne sont pas l'approche anthropologique, qui, elle, se pose
la question de façon tout à fait inverse, au lieu de se dire comment est-ce que les catholiques devraient s'investir dans la vie publique, part du constat tout simple au début qu'à un moment ou à un autre, il y a une rencontre entre catholiques et puis entre guillemets non catholiques, que cette rencontre n'a pas forcément lieu sur la scène publique, qu'elle peut être en privé, qu'elle peut être en petit groupe, qu'elle peut être en famille, qu'elle peut être entre amis, etc. Mais donc il y a une rencontre à un moment ou à un autre entre des personnes qui peuvent se définir comme catholiques, d'une façon ou d'une autre, évidemment il peut y en avoir plein de définitions différentes, et des personnes qui soit se définissent comme n'étant pas catholiques, soit ont des définitions qui toute une diversité de façons de se relier ou pas à la religion quelque part. Et donc l'approche de l'anthropologue va être de se dire ok, je vais aller trouver un cas de cette rencontre et je vais aller l'observer et y participer au long terme. Et c'est en fait la partie la plus importante qui distingue l'anthropologie des autres sciences sociales, c'est cette approche qui est sur le terrain, enfin entre guillemets, c'est vrai que ça me fait toujours beaucoup rigoler de dire Lyon c'est sur le terrain. C'est vrai qu'on a plus de facilité à appeler l'Amazonie ou la Papouasie-Nouvelle-Guinée le terrain, mais c'est vrai que c'est en fait peut-être une faute de notre part de considérer qu'un endroit exotique entre guillemets peut être un terrain et que Lyon ne peut pas en être un. Donc bref, dans mon cas, le fait d'aller sur le terrain entre guillemets, passer au moins un an avec des personnes, enfin un endroit où j'avais le pressentiment qu'il se passait une rencontre entre des catholiques et le monde public entre guillemets. Et donc la différence entre la méthode anthropologique et les autres sciences sociales, ça va être du coup basé sur cette approche. Donc par exemple, là où un sociologue pourrait tirer des grandes catégories de catholiques, du style, il y a beaucoup d'études sociologiques qui font une distinction entre catholiques d'identité et catholiques d'ouverture, pour des raisons historiques, pour des raisons de différence de pratique, etc. L'anthropologue va être conscient de ces catégories, entre guillemets, mais va d'abord se fier à ce qu'il voit parmi les gens qu'il a choisis comme étant les personnes avec qui il va vivre pendant un an. Donc dans mon cas, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que les fameux critères de catholique d'ouverture et de catholique d'identité n'ont pas été évoqués une seule fois en un an que j'ai passé ici, par qui que ce soit. Donc ça a beau être les grands critères qui sont utilisés en sociologie, et c'est peut-être des descriptions qui sont tout à fait valables, mais c'est pas forcément des descriptions qui sont utilisées par les personnes elles-mêmes avec qui j'ai travaillé. Donc ça, il y a une réflexion à faire de ce côté-là, quelque part. D'où l'intérêt de passer vraiment du temps sur place. Ça, c'est la différence avec la sociologie. Après, il peut y avoir aussi une différence avec les approches en sciences politiques. Donc par exemple, entre novembre 2016 et puis mai 2017, au moment des élections, il y a eu une quantité énorme de sondages, d'analyses politiques sur le vote catholique. Bon, après, c'est vrai que par la suite, il y a eu beaucoup d'analyses aussi qui disent qu'il n'y a pas eu qu'un seul vote catholique, qu'il y en a eu plusieurs, évidemment. Mais rien que cette idée qu'il peut y avoir un vote catholique, et le fait que les journaux s'en saisissent et que ça devienne une idée qu'on a, c'est aussi quelque chose que le fait d'être sur le terrain au long terme peut contraster. Parce qu'évidemment, au Simone, avec les personnes normales, entre guillemets, que tu rencontres, tu réalises que le vote des catholiques, à première vue, n'est pas forcément un critère que tu peux utiliser dans la vie de tous les jours, quoi. Donc cette longue période sur le terrain t'apporte beaucoup de nuances par rapport à la question d'origine que tu avais, donc les initiatives politiques, la façon dont les catholiques se comportent en politique, de la nuance, donc c'est intéressant. Mais après, il y a aussi le revers de la médaille qui est que quand tu arrives sur place, tu peux aussi découvrir que les gens que tu rencontres ne font absolument pas ce que tu avais prévu, ne s'intéressent pas forcément à ce dont tu voulais leur parler. Et donc là arrive un peu la deuxième partie de la méthode anthropologique, c'est qu'à partir du moment où tu t'es dit que c'était intéressant d'aller voir ces personnes-là, tu t'y tiens et tu suis ce qu'elles te racontent. Donc quelque part, si pendant un an, il n'y avait pas eu la moindre discussion de politique, ça aurait été très différent de ce que j'avais imaginé, mais il fallait suivre quelque part. Parce que en repartant à la fin des 12 mois, ce que je dois produire moi, il y a deux aspects à la thèse en anthropologie. Et la première partie, c'est ce qu'on appelle une ethnographie, et c'est une description hyper précise, un peu presque une traduction entre le vécu de tous les jours et puis ensuite la version écrite
de la vie des personnes avec lesquelles on a partagé, on a vécu, on a fait l'expérience de plein de choses. Et l'intérêt de cette ethnographie, quelque part, c'est qu'elle ne fait pas vraiment de différence entre ce qui est important, ce qui est un gros sujet, et puis ce qui est du petit détail de la vie de tous les jours, quelque part. Parce qu'on veut vraiment que ça soit vivant, on veut que ça soit une façon de rentrer dans la vie de ces personnes que, évidemment, mes profs à Cambridge ne connaissent pas, et que ça soit beaucoup plus vif que si c'était juste une analyse spécifiquement du politique, en faisant abstraction de tout le reste, quoi. Et donc... Moi, c'est ça qui m'intéressait en anthropologie à la base, c'était ce côté très humain, et le fait de dire que les personnes avec qui j'ai vécu, on les considère vraiment aucunement comme un échantillon représentatif des catholiques français, ou des catholiques, ou des Français, ou des Lyonnais quelque part. On s'intéresse à ces personnes pour elles-mêmes, et pour elle-même toute seule, quelque part. C'est vraiment... Donc si j'écris dans ma thèse, une majorité des gens du Simone pensent que, ou beaucoup de journées au Simone étaient passées à faire telle activité, c'est vraiment pour le Simone, parce qu'on trouve que c'est intéressant en soi, quelque part, et pas pour dire c'est un microcosme de les catholiques, ou c'est un échantillon, ou c'est représentatif de autre chose. Et du coup... ça permet aussi de ne pas se baser sur des statistiques ou de ne pas se baser sur justement des échantillonnages, etc. Et de pouvoir écrire de façon assez simple. Voilà ce que pensent deux des personnes avec qui j'ai vécu sur la question du mariage. Et comment est-ce que je le sais ? Parce qu'on a bu une bière sur le bord de la Saône et qu'on a discuté de ça. Donc quelque part, c'est assez cash, quoi. C'est assez franc de dire c'est pas statistique, c'est pas représentatif, enfin c'est peut-être représentatif, mais moi je ne parle que de ces personnes-là, quelque part. Donc ça, c'est l'ethnographie, vraiment la description des personnes. Et après ce premier travail, le deuxième travail, c'est ce qu'on appelle l'anthropologie pure, et là, c'est pour le coup le fait de partir des personnes que tu connais vraiment et d'en tirer des comparaisons, des analyses à beaucoup plus large échelle. Et donc c'est là que tu peux dire le Simone peut effectivement être un bon endroit où se poser des questions sur le rapport des catholiques à la vie publique, mais il faut aussi se soumettre à ce que le terrain t'a dicté. Donc par exemple, parler d'écologie en partant du Simone, alors que j'avais absolument pas prévu de parler d'écologie en arrivant ici, c'était pas du tout quelque chose auquel je m'attendais. Et puis si c'est important ici, ce sera forcément important dans la thèse à la fin, parce que tu pars de ce qui se passe ici. Donc voilà pour la méthodologie et le travail que je fais. C'est vrai que j'étais un peu longue. Alors du coup, question un petit peu critique. Est-ce qu'il n'y avait pas quand même une sorte de biais dans ta recherche du fait que toi-même tu es catholique, on a dû te le ressortir, et c'est quand même une tarte à la crème de l'anthropologie de faire des développements sur en quoi celui qui observe est conditionné par sa propre expérience, son propre vécu, là d'où il vient, etc. Donc tu as eu forcément à affronter cette question, donc voilà, comment est-ce que tu y réponds ? La question du biais, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose même avant de partir sur le terrain, quelque part. Et c'est notamment une question que la discipline, enfin les anthropologues en général, se sont posés à la base à cause de cas comme le mien, de personnes qui allaient chez elles, entre guillemets, faire de l'anthropologie à la maison. Et donc justement la fameuse réaction de mais est-ce que tu es biaisé parce que tu connais ces personnes, parce que tu les aimes bien, ou alors parce que tu vas dans ton pays et tu n'aimes pas ce parti politique, ou tu vois des biais comme ça parce que tu sais déjà plus ou moins ce qui se passe sur le terrain avant de partir. Et en fait, au lieu de répondre de façon directe à la question de est-ce que je suis biaisée en rentrant chez moi à faire des études en France, ce que les anthropologues ont réalisé, c'est qu'en fait, tu es biaisée dans tous les cas, quelque part. Est-ce que le fait d'être catholique et française et de faire une étude sur les catholiques français veut dire que je vais être plus biaisée que si j'avais fait une étude sur les protestants français ou sur les catholiques anglais ou sur les hindous en Uttar Pradesh ? C'est pas sûr, quelque part. Sauf que dans ce cas-là, comme tout le monde me rappelle effectivement que je suis biaisée, au moins j'y pense tout le temps, quelque part. Donc je passe mon temps à me dire ah oui, telle personne, peut-être que j'ai été lui parler parce que instinctivement je sentais des affinités politiques, parce que ceci, cela. Et donc j'y réfléchis tout le temps. Et il y a un gros travail
à la fois sur le terrain pour être un peu équitable et après dans la réécriture de la thèse pour me rappeler tout le temps de ce qui dans mon analyse vient de moi quelque part. Mais après c'est vrai que bon, c'est une discipline qui est vachement subjective dans l'ensemble puisque tu choisis les personnes avec qui tu vas parler, tu passes un an où personne ne contrôle si et donc en fait la première chose qui est très subjective c'est juste de choisir que tu vas aller à tel endroit, donc dans mon cas à Lyon, au Simone entre autres. C'est la première chose quelque part que tu peux pas vraiment rationaliser. C'est le premier biais où si quelqu'un d'autre que moi avait fait ce même sujet d'étude, il serait probablement pas arrivé là quelque part. Donc tout part de ça. Alors justement, du coup, subjectivement, comment est-ce que tu en es venu au choix du Simone ? C'est-à-dire comment matériellement est-ce que tu es tombé sur le Simone ? Et pourquoi est-ce que tu as choisi de garder quand même le Simone ? Et est-ce qu'au final, ça s'est aussi peut-être avéré un bon choix ou pas, même si tu allais quand même rester nous observer, ce qui était plutôt pratique, mais... Le Simone, il se trouve que j'avais une amie à Cambridge qui était française aussi et qui venait de Lyon, qui était à l'ENS et qui connaissait les alternatives catholiques, mais pré-Simone, donc avant que le café lui-même soit ouvert. Et donc ça faisait déjà plusieurs années qu'elle m'avait dit bon, il se passe ça à Lyon. Mais après, de façon plus concrète, plus méthodologique quelque part, le choix de l'endroit où on va est toujours motivé par justement cette question de la complexité quelque part. Comme on veut éviter à tout prix que notre analyse soit prise comme l'étude d'un cas représentatif de quelque chose de plus gros, donc comme l'anthropologue se pose d'ores et déjà la question de est-ce que ce que je dis, par exemple du Simone, va être pris comme c'est la vérité absolue pour tous les catholiques français. Pour éviter ça, on met en pratique une méthode qui est la recherche. Donc nous, on appelle ça la méthodologie de l'équivocation, qui est de choisir un lieu qui, a priori, devrait avoir des différences internes, des divisions internes. Un endroit où on sait qu'on peut arriver, on espère qu'on peut arriver, et y découvrir des définitions différentes du catholicisme ou du rapport à la politique. Et donc on choisit l'endroit où on veut aller délibérément pour se cogner dans différentes façons de vivre, donc dans mon cas, le catholicisme ou la politique, mais il s'est avéré aussi différentes façons de vivre le rapport à l'écologie, etc. Donc c'est ce qui m'a attirée au Simone, dont mon ami m'avait parlé, mais aussi, je ne suis pas arrivée juste au Simone, j'ai aussi passé du temps avec le parti politique Sens commun, où je m'étais dit, je ne connais pas très bien, mais visiblement, ça prend de l'ampleur en ce moment, ça peut être intéressant d'aller passer du temps avec Sens commun. Et j'ai aussi passé du temps avec des groupes de familles et d'amis, donc pas une association concrète, mais vraiment des réseaux familiaux, de personnes qui soutiennent le groupe L'Avenir pour tous, de Frigide Bergeau, donc à Lyon. Donc ça, c'était un peu mes 3 points d'entrée, quelque part, dans la question du post-manif pour tous, des catholiques, de la vie politique en général. Et donc j'ai choisi plusieurs points délibérément, enfin plusieurs endroits et plusieurs groupes de personnes, pour essayer de cumuler les perspectives différentes, pour voir un peu quelles seraient justement, pour ne jamais me donner à moi-même une vision monolithique de ce qui se passait sur place. Et donc le Simone, ce qui m'attirait, c'était le côté alternatif catholique, donc déjà alternative, ça donne envie, et catholique évidemment, mais le fait que ça soit un café, donc un lieu public a priori, et un lieu qui a été construit par une association qui voulait faire du débat politique, un lieu qui a de plus en plus d'ateliers sur divers sujets, et là, avec la présence d'un coworking qui, a priori, le coworking n'a jamais été présenté comme un coworking catholique, c'est juste un coworking quelque part. Donc je me disais, bon là, a priori, il devrait y avoir cette fameuse équivocation, et donc en arrivant, tu testes quelque part, tu te dis, tu observes, et tu te dis, ok, quelles sont les identités, quels sont les groupes de personnes qui fréquentent ce lieu, est-ce que c'est un grand groupe où tout le monde se considère comme un grand groupe, est-ce qu'il y a des petits groupes, etc. Et donc ça, c'était le travail des premiers mois en arrivant au Simone, de dire comment est-ce que les gens vivent
dans le Simone, mais il y a ceux qui sont pratiquement tout le temps au coworking, ceux qui sont pratiquement tout le temps au café, donc les bénévoles, les salariés, puis les réguliers du café quelque part, puis des groupes qui fréquentent le lieu beaucoup, comme les membres du bureau, mais qui ne passent pas toute leur journée quelque part, et puis des personnes qui fréquentent le café comme un café quelque part. Et en fait, si ça avait été juste un café, je suis pas sûre que je serais restée, comme il y avait d'autres groupes qui faisaient partie de mon objet d'étude à la base. Mais quelque chose que tu remarques assez rapidement en arrivant au Simone, c'est la façon dont les gens en parlent, en parlant vraiment du Simone comme une entité, comme une communauté, en ayant une affection pour le lieu, pour l'ambiance qui s'y trouve. Et du coup, assez rapidement après être arrivée ici, moi ce qui m'a attirée dans ce lieu, c'est à la fois la réalisation que c'était un lieu vachement hétérogène en termes d'activités qui s'y passaient, en termes des personnes qui le fréquentent. Bon, c'est pas non plus un haut lieu du multiculturalisme, mais c'est pas tout le monde n'a la même opinion politique, pas tout le monde ne vient du même milieu social, pas tout le monde ne fait les mêmes études ou n'a les mêmes activités, etc. Donc hétérogène, mais par ailleurs, donc en même temps, ou en dépit, je sais pas, assez cohésif dans la façon dont les gens parlent de leur attachement pour le Simone. Et donc c'est ça qui m'a fait dire ok, bon allez, on reste, ça va être intéressant. Et donc ce que je fais après dans l'étude, bon là je parle un peu de façon assez théorique quelque part, parce que je veux pas dire telle personne fait partie de tel groupe, telle personne fait partie de tel groupe, parce que ça fait partie de la façon dont on veut être anonyme, dont on veut parler de groupe, plutôt que de dire vraiment il y a telle personne et telle personne et telle personne, etc. Donc si ça paraît un peu sec et détaché de la réalité, c'est fait exprès aussi. Mais donc ce que j'essaye d'observer au début, c'est la façon du coup dont les groupes s'articulent à l'intérieur du Simone. Et ce qui paraît apparent, ça c'était un peu ce qui se voit, c'est que les groupes à l'intérieur du Simone sont plutôt basés sur des activités. Donc il y a les coworkers, il y a les bénévoles, il y a les salariés, il y a le bureau. Et puis après, à l'intérieur de tout ça, par exemple à l'intérieur du bureau, il peut y avoir des groupes qui font référence à eux-mêmes, pareil, par les responsabilités qu'ils ont à l'intérieur de ces groupes. Donc j'ai entendu certains dire moi je fais partie des bricolos du bureau par opposition aux intellos du bureau, etc. Donc c'est vraiment des activités. D'autres liens peuvent être des liens de famille très forts parmi des personnes qui fréquentent le Simone en groupe. Des liens d'amitié qui prédatent le Simone, à la fois parmi les coworkers qui peuvent avoir été amis au lycée et puis être venus ensemble, ou à l'intérieur du bureau, puisque vous êtes tous connus relativement au niveau de vos études, c'est ça ? Et donc tu fais un peu le décompte de tous ces liens entre les personnes, de comment elles s'articulent, et puis en plus de ça, quels sont les thèmes qui... pas juste les liens de structure, mais les liens de motivation quelque part, qui crée l'atmosphère du lieu. Et en fait, comment est-ce que le lieu, par exemple, est décrit à un nouveau venu. Et donc des thèmes qui se dégagent très très rapidement, c'est le fait que tout le monde peut venir au Simone, tout le monde peut prendre sa carte d'adhésion, tout le monde peut adhérer, il n'y a pas de critères quelque part, et que le Simone est là pour quel que soit l'adhérent quelque part, une espèce d'appartenance où qui que tu sois, tu peux dire le Simone est là pour moi, que ce soit parce que tu es intéressé par les conférences et le débat, que ce soit parce que tu veux du bon café qui est excellent, que ce soit parce que tu veux dire je veux une soirée chanson qui est sympa et qui est engageante, etc. Le Simone est là pour vous, quoi. Et après, l'autre chose, c'est le thème de l'investissement, où on nous répète relativement souvent que tu peux donner du temps au Simone, quelque part. Si tu veux être bénévole, derrière le bar, tu peux être bénévole. On va t'apprendre à faire un café. Ça met du temps, mais t'apprends. Si tu veux lancer un atelier, parce qu'il y a un sujet qui t'intéresse, t'en parles au bureau, et l'atelier, tu le lanceras. Les coworkers, par exemple, si tu veux te charger
d'organiser le ménage du coworking, si tu veux faire en sorte que le coworking soit écolo et recycle, si tu veux être délégué, etc. Il y a vraiment un thème qui est que si tu veux prendre la responsabilité de quelque chose, t'investir dans le Simone, tu peux. Donc ça, c'est les deux mouvements, quoi. Le Simone t'appartient, mais tu peux aussi donner au Simone. Et dans tout ça, en fait, ce qui est le grand absent, enfin, en quelque sorte, c'était le catholicisme, quelque part, où on réalise petit à petit que le Simone est un lieu où on parle beaucoup de catholicisme, que ce soit parce que l'exposition est une exposition d'art sacré, que ce soit parce qu'il y a une croix qui se balade, je sais pas où, qui n'est pas là d'ailleurs, là tout de suite. En réparation. Mais que ce soit parce que les bénévoles en parlent, etc. C'est pas un critère de groupe à l'intérieur du Simone. Il n'y a pas, quand tu vas au Simone, il n'y a pas ceux qui vont dans telle paroisse, ceux qui vont pas à la messe, ceux qui. Donc c'est un thème qui couvre tout. Le Simone n'est pas un lieu neutre, comme on me l'a répété plein de fois, mais les différentes relations des membres du Simone au catholicisme ne sont pas un critère qui fait des groupes, quoi, et donc ça, c'était une première. C'était pour en revenir à ta question de pourquoi est-ce que le Simone était intéressant anthropologiquement à long terme, c'est parce que justement quand on pense à un lieu qui soit à la fois ouvertement religieux et créé par un groupe catholique, etc., mais qui soit aussi ouvert à la diversité et explicitement qui appelle tout le monde et qui soit un lieu de débat, en général, ce que ça donne, un lieu qui ait tous ces critères, c'est que c'est un lieu où les personnes qui participent sont là à cause de leurs identités religieuses. Donc par exemple, un groupe de débat où il va y avoir un catholique, une personne de confession musulmane, un athée, etc. Donc des lieux qui sont à la fois religieux et explicitement divers. La diversité est en général insistée sur le critère religieux des personnes concernées. Ce qui peut être évidemment très bien, je veux dire, on a une représentante de coexister ici, mais ce n'était pas le cas au Simone. Donc c'était. Et c'est pour ça que le Simone peut être un endroit intéressant et différent et nouveau pour se poser la question des catholiques dans l'espace public, de la relation entre catholiques et non catholiques quelque part, parce que c'est un lieu qui est divers, qui est catholique officiellement, mais qui est apaisé et qui ne fait pas appel aux identités religieuses ou pas religieuses, etc. des membres. Et c'est nouveau pour l'anthropologie, parce que c'est vrai que les études sur le christianisme qu'on a dans l'ensemble, c'est des anthropologues qui ont été étudier des communautés qui sont juste converties. Donc en général des gens qui sont vraiment à fond et qui parlent de leur foi en permanence, qui parlent de et qui du coup se réfèrent à eux-mêmes en disant je suis nouvellement converti, leur identité est vraiment explicitement en permanence liée à leur religion. Et de la même façon, quand un anthropologue va étudier les rapports à la laïcité ou alors les rapports aux manifestations, etc., en général, pareil, on va trouver un lieu un groupe qui est à fond. Donc les manifs, tu vas aller trouver des activistes qui sont activistes tout le temps. Et pour la laïcité, pareil, en général, tu vas parler à des gens qui sont assez hyper convaincus sur la laïcité. Donc l'intérêt du Simone, quelque part, c'est que ça offrait une perspective nouvelle parce que c'était catholique, mais pas entièrement 100% saturé de catholicisme, militant en quelque sorte et ouvert au débat, à la politique, mais pas en permanence. C'est un lieu public de café, de convivialité dans la vie de tous les jours. Et donc voilà, c'était un peu ça l'intérêt du Simone pour réfléchir à toutes ces questions d'espace public. Et du coup, justement, ce qui se dessine, c'est dans ton analyse, c'est tu as étudié les rapports entre catholiques, non catholiques, entre un lieu catholique et l'extérieur de ce lieu. Et du coup, en quoi est-ce que ce que tu as observé au Simone, pour toi, justement, ça dit quelque chose sur les catholiques et l'espace public? Est-ce que ça entre en résonance aussi avec des thèmes qui sont, mine de rien, à la mode à l'intérieur de l'Église, des marges, de la périphérie,
de ce que le pape François appelle justement la frontière, la périphérie. Voilà, comme ça, comment tout ça, du coup, quelle réponse t'apporte? En fait, ça me fait juste rigoler parce que les anthropologues, depuis toujours, aiment bien les groupes et puis surtout comment on passe de l'extérieur d'un groupe à l'intérieur d'un groupe et vice-versa. C'est le thème qui revient tout le temps, c'est les rites de passage. Comment est-ce que tu rentres, comment est-ce que tu sors. Et donc ça me fait beaucoup rigoler qu'après m'a dit je vais casser tous ces trucs-là, je vais pas aller en Amazonie, je vais aller en France. Je me retrouve quand même à parler de groupes de marge et de périphérie. Enfin bref, ça c'est l'anecdote. La question des cathos dans l'espace public et la question des marges du pape François, je pense que c'est deux questions qui vont assez bien ensemble dans le cadre du Simone. J'ai la citation de François sur les périphéries. Et son discours qui est assez connu, c'est celui au conclave avant qu'il ait été élu pape, et où il parle des marges et il parle des périphéries dans le cadre d'une discussion sur l'évangélisation. Et il dit que évangéliser suppose que l'Église ait la liberté de sortir d'elle-même. L'Église est appelée à sortir d'elle-même pour aller aux périphéries, pas seulement les périphéries géographiques, mais aussi les périphéries existentielles, là où réside le mystère du péché, de la douleur, des injustices, de l'ignorance et du mépris du religieux et de la pensée, là où résident toutes les misères. Et en fait, ce qui est assez marrant à regarder, c'est que ce paragraphe, quand il est cité dans les journaux, et notamment les journaux catholiques, il est cité avec 3 petits points au milieu. et il dit là où réside le mystère du péché, de la douleur, des injustices, 3 petits points, là où résident toutes les misères. Et effectivement, ça correspond aux périphéries qui sont les périphéries prioritaires quelque part, les périphéries géographiques, d'aller dans la banlieue, d'aller dans les pays en crise, etc. Et les périphéries existentielles sociales, donc des gens qui sont repoussés par la société d'une façon ou d'une autre, soit parce qu'ils sont en prison, soit parce qu'ils sont malades, soit parce qu'ils sont des personnes âgées, etc. Donc ces périphéries sociales-là, mais du coup on fait un peu l'impasse sur les périphéries de l'ignorance, donc de la méconnaissance, mais de l'ignorance en termes de mépris aussi, du religieux et de la pensée religieuse. Et ça, c'est une périphérie qui, en quelque sorte, en France, est plus difficile à voir comme une périphérie parce qu'elle s'applique chez des personnes qui sont en fait au centre, quelque part, de la société française moderne, laïque, sécularisée, consumériste, libérale, etc., qu'on a tous l'habitude de côtoyer tous les jours. Et donc c'est pas évident de se dire que ces personnes qui sont en fait tout à fait intégrées à la société peuvent être considérées d'une certaine façon et éventuellement doivent être considérées, si on veut écouter François avec ce filtre-là, comme une périphérie, une marge de l'Église quelque part. Tout à l'heure je disais que les initiatives qui sont à la fois religieuses et diversifiées, qui justement s'intéressent à ces questions de les catholiques et puis les autres, les pas catholiques, en général font je disais qu'elles font référence aux personnes en fonction de leur identité religieuse, et donc c'est le cas aussi dans le cas d'associations qui rassemblent croyants et non-croyants. Et notamment, mais il y a des initiatives qui sont géniales quelque part, pour que l'Église catholique communique avec des personnes non croyantes. Et ça a été le cas notamment avec la création d'une structure qui s'appelle le Parvis des Gentils en 2011. J'y connais pas grand-chose, mais le principe était d'inviter croyants et non-croyants à discuter de valeurs, d'action de société, de vérité de vie, etc., sans chercher à convertir les non-croyants, sans remettre en cause leur identité et puis leur croyance ou non-croyance. Mais l'ouverture du Parvis des Gentils, qui est une structure du Vatican, l'ouverture a eu lieu à Paris, et il y a eu un monde fou, etc. Donc ça c'est super quelque part, mais en utilisant des termes un peu catégoriques basés sur la spiritualité, croyants, non-croyants, ce que je trouve, c'est qu'on perd la densité de cette marge. C'est un peu trop
un peu trop carré quelque part. Et on perd la grosse... Je veux dire, c'est un nombre de personnes qui est énorme et dans laquelle je m'inclus quelque part, des croyants qui vont pas à la messe très souvent, des personnes qui vont à Noël à la messe par tradition, par affection profonde pour le rite, etc., mais qui auraient du mal à se définir comme croyants. Des personnes qui ont été baptisées parce que ça faisait plaisir à leurs grands-parents, des personnes qui ont fait leur première communion parce que toute la classe faisait sa première communion, enfin donc une diversité de situations de rapport au catholicisme et de rapport à la laïcité, etc., que je trouve qu'on peut absolument pas résumer en disant bon bah il y a les croyants, il y a les non-croyants, et c'est cette marge, cette grande diversité de personnes qui est une marge en termes de les croyants pratiquants, et puis il y a la sortie quelque part progressive de l'habitude de se considérer comme catholique, d'être pratiquant, etc. Et en fait, je pense que c'est ces groupes-là, enfin même pas ces groupes-là, c'est ces personnes-là qui, justement parce qu'elles n'ont pas d'étiquette, de spiritualité quelque part, qui en général ne se retrouvent pas dans les groupes de débat. Quand tu dis viens quelle que soit ta spiritualité, en général c'est justement les personnes qui sont au plus près de l'église mais pas tout à fait dans l'église qui ont du mal à se retrouver dans ces appels. C'est difficile de dire je suis pas tout à fait certain de ma spiritualité, viens on en discute dans un vrai débat. Et donc c'est à la fois les personnes qui sont proches de l'église en termes de vie, et au final qui ont le moins de chances de vraiment pouvoir en parler. Et donc ça c'est une chose, quoi, une difficulté à parler à cette marge, si on veut l'appeler une marge, qui est d'une part parce que ce que je viens de dire, quoi, c'est pas forcément des personnes qui vont venir si on dit viens on fait un débat sur le catholicisme, et après il y a aussi un phénomène j'allais dire un phénomène de société, mais là on en revient à de la sociologie classique, de comment est-ce que notre société actuelle depuis quelques décennies se comporte. Et on peut faire intervenir un sociologue et philosophe qui s'appelle Zygmunt Bauman, qui est décédé au début de l'année, qui considère qu'on vit dans une période qu'il appelle la modernité liquide, qui est un terme qui me fait un peu marrer, mais l'aspect caractéristique de la modernité liquide, c'est une méfiance des institutions en général. Et donc là, l'Église, évidemment, est particulièrement impactée, quoi. Bauman dit qu'on est méfiant des institutions, et lui se réfère plutôt au gouvernement ou aux organismes économiques, etc. Mais l'Église, évidemment, tombe dans ce genre de constat. Et donc lui, il dit ça en venant de la sociologie, mais c'est le genre de choses qu'on peut voir dans la vie de tous les jours, en discutant avec les personnes qu'on connaît qui sont un petit peu catholiques quelque part, donc qui font partie de cette marge. En général, c'est des personnes qui te disent qu'elles ne se sentent pas concernées par l'Église dans la vie de tous les jours, y compris les bons aspects de l'Église quelque part, mais qui font référence, qui se sentent concernés, enfin un peu personnellement trahis quelque part dès qu'il y a un problème avec l'Église. Donc c'est le genre de personnes qui disent non, moi je suis plus vraiment catholique, ça me concerne pas vraiment, mais quand il y a eu tous les scandales sur la pédophilie, etc., ça m'a fait mal. Donc c'est le genre de relation encore avec l'Église en tant qu'institution où on s'en sent plus vraiment proche, mais on est toujours trahi quand l'institution a un problème. Ou alors de la même façon, des personnes qui disent je me sens plus vraiment catholique, mais ça m'énerve quand on parle du vote des catholiques, parce que c'est pas l'Église qui va me dire pour qui il faut que je vote. Donc pareil, une espèce de petite contradiction de je ne me considère plus comme catholique, mais ce que fait l'Église en tant qu'institution, ça me concerne toujours. On n'en est pas détaché quelque part. Donc ça, c'est
la difficulté quelque part de se rapprocher de ces personnes, enfin de donner envie à ces personnes quelque part de revenir discuter avec l'Église, alors qu'il y a déjà ce problème d'institution. Et après c'est doublé d'autres choses, c'est un peu défaitiste tout ce que je raconte, mais dans les conversations que j'ai eues sur le catholicisme, l'Église, etc. cette année, il y a quelque chose qui revient régulièrement, qui est une espèce de frustration, d'énervement, qui dit, bon, on se pose tellement de questions en ce moment, individuellement, je veux dire, on ne sait pas forcément où va la France, on ne sait pas forcément où va le monde, on se pose des questions sur l'écologie, sur la politique, sur pour qui il faut voter, sur les migrants, sur Donc c'est vraiment un moment de trouble, et quelque part, aujourd'hui, on est tous appelés à personnellement avoir des opinions, prendre part au débat, etc., sur chacun de ces sujets-là, donc c'est stressant, quoi. Et donc un trouble personnel devant un peu l'effarement d'avoir à avoir une opinion sur toutes ces questions. Et puis après, en contrepartie de ça, chaque fois qu'il y a un phénomène de société sur le mariage, l'adoption, l'euthanasie, les personnes handicapées, etc., en général, et ça c'est un effet des médias quelque part, en général, il y a toujours un article qui dit « Le cardinal untel dit que ». Et c'est... Il y a une dissonance énorme entre ce que l'Église essaye de faire, qui est quelque part de dire c'est des sujets auxquels on a réfléchi depuis super longtemps, c'est des sujets dont on voit les nuances, parce que ça fait longtemps qu'on en débat, et éventuellement, si le cardinal untel se prononce dans tel magazine, c'est parce qu'on offre des pistes de réflexion aux personnes qui veulent éventuellement les utiliser quelque part. Donc c'est une attitude de service, sauf que la façon dont c'est reçu, c'est surtout, sur quelles que soient les questions, l'Église a la solution, et les catholiques, ces chanceux, visiblement, eux, ils se posent pas trop de questions, quoi. Ils ont la solution. Et c'est un thème qui revient régulièrement quand on discute avec des personnes qui sont un peu en marge du catholicisme pratiquant, etc. Cet énervement de dire, moi je me pose des questions tout le temps sur tous les sujets, j'ai pas de réponse, mais par contre en permanence l'Église réagit en disant voilà ce que dit la Bible, voilà ce que dit qui n'est pas l'intention de l'Église, mais qui est perçu comme ça. Et quelque part, c'est aussi de ça dont on doit s'occuper en tant que catholique, si on veut vraiment avoir un contact. La façon dont ce qu'on fait est perçu malgré éventuellement nos meilleures intentions. Et donc j'en arrive au Simone, parce que là c'est vrai que je parle de façon un peu théorique, mais donc l'intérêt du Simone spécifiquement dans ce cadre-là de communication à travers les marges de la frontière entre guillemets très très floue du catholicisme. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de demander aux personnes que vous rencontrez au Simone comment elles ont entendu parler du Simone, à quelle activité elles sont venues en premier et à laquelle elles sont venues en deuxième. Et c'est assez intéressant parce que il y a un peu un groupe classique qui répond « J'ai entendu parler du Simone et des altercatos par ma paroisse ». Donc déjà, ça te donne un peu une idée du fait que cette personne est pratiquante, par exemple, par ma paroisse, ou alors par la faculté catholique, ou alors par les maristes, donc des personnes qui signalent déjà qu'elles font partie d'autres groupes qui sont plus ou moins associés au catholicisme ou à la réflexion religieuse, etc. Et en général, ces personnes-là, donc là c'est pareil, je fais de la statistique alors que j'avais dit que j'en ferais pas, mais en général, ces personnes-là viennent d'abord aux conférences, et en particulier aux conférences qui ont un thème assez proche du catholicisme. Et ces personnes-là sont aussi très présentes parmi les bénévoles. Il y a eu un changement de système vers le début de cette année-là. Si vous êtes venu au Simone le printemps dernier, et puis en fait toute l'année précédente, il y avait énormément de bénévoles qui tournaient, alors que récemment il y a eu un nouvel employé et du coup moins de bénévoles. Mais donc les bénévoles qu'il y avait avant l'été étaient en général des personnes qui disaient « Ah bah moi j'ai entendu parler du Simone par ma paroisse ». Mais par contre, à l'inverse, il y a tout un groupe de personnes qui dit qu'elle a entendu parler du Simone, d'abord parce qu'elle a cherché un coworking et qu'il n'était pas cher.
ou alors qu'elle a entendu parler de la MAP, donc la distribution de légumes locaux, entendu parler de la MAP par ses colocataires par exemple, ou alors a été invitée à la soirée jeu par des potes. Et ces personnes-là en général ne réalisent que plus tard les attaches catholiques du Simone. Et sauf que, comme l'ambiance du Simone est assez... donc les fameux traits que je mentionnais tout à l'heure, le fait de dire tout le monde peut venir au Simone, investis-toi, etc., la bonne ambiance qui y règne, le fait que ce soit des groupes assez serrés, etc. Donc les personnes qui arrivent au coworking, les personnes qui ont vécu une soirée chanson, la personne qui s'est inscrite à la MAP, au final tu reviens, et ces personnes-là, qui n'étaient potentiellement pas catholiques du tout, ou pas intéressées par un dialogue avec les catholiques, c'est là que c'est intéressant quand elle te raconte, bah ouais, moi j'étais à la soirée jeu, et puis après j'étais à une soirée poésie, et puis après il y a eu une exposition qui était des bandes dessinées basées sur la Bible. Alors du coup j'ai regardé les bandes dessinées, alors que j'en avais absolument j'avais pas particulièrement envie de penser au catholicisme quelque part, mais j'ai lu les bandes dessinées et je les ai toutes lues. Donc ça c'est un premier témoignage quelque part. Ou alors des personnes qui disent j'étais au coworking, je me suis inscrite à la MAP pour avoir des légumes, ensuite on m'a parlé de l'écologie intégrale, et puis j'ai été à un atelier de Laudato Si en acte, et puis je vais peut-être lire l'encyclique. Donc pareil, un espèce de petit chemin de proche en proche. Et donc c'est là que le Simone peut être particulièrement intéressant. Là je fais une petite parenthèse. Quand je parle du fait que quelqu'un peut, en n'ayant pas voulu particulièrement parler de catholicisme, de proche en proche, découvrir les activités de plus en plus catholiques du Simone, j'essaye pas de dire que c'était l'intention du comité ou du bureau à la création de tous ces ateliers. Je veux dire, c'est pas une association qui s'est dit on va faire un petit jeu de pistes de pas catholique à catholique. Mais il se trouve que, quelque part, on peut faire ce chemin, à la fois parce qu'il y a justement cette ambiance du Simone qui te donne envie de revenir, de découvrir autre chose, et parce que il y a une telle diversité que tu peux, par intérêt, faire ce cheminement. Donc voilà l'intérêt du Simone, enfin l'intérêt particulier. Et quand je dis du Simone, en fait, ce que je veux dire, c'est du modèle du Simone, quelque part, du lieu catholique mais ouvert au public, avec plein de petits groupes à l'intérieur, plein d'ateliers, etc. Voilà la place que le modèle du Simone peut avoir quand on essaye de faire un lieu qui soit vraiment une rencontre entre catholiques et personnes qui sont dans cette espèce de marge de je veux bien commencer à parler à des catholiques, je veux bien écouter ton point de vue de Laudato Si, etc. Et c'est vrai que l'ambiance particulière du Simone, parce qu'elle soude les gens d'abord et qu'elle parle du catholicisme après, en quelque sorte, crée une base commune d'habitudes de discussion, d'habitudes de débat, et sur lequel ensuite peut construire du développement de soi dans une direction spirituelle si on veut, mais c'est pas forcément le but, mais du développement, comme Camille disait tout à l'heure dans la présentation, de réflexion politique, de réflexion sur sa vie publique, etc. en général. Et du coup, on va quand même en venir à ce qui était aussi un des objectifs du Simone, qui était la question de l'engagement politique. Enfin, vraiment, en gros, ce que tu dis de l'atmosphère qui est à l'intérieur du Simone et de ces mouvements entre... Je veux bien, s'il te plaît. Entre église et périphérie, est-ce que ça permet de renouveler les modes d'engagement? Est-ce que ça fait naître de nouvelles initiatives, ce qui se produit de particulier au Simone? Ou est-ce que oui, il se produit quelque chose de particulier dans ces rapports, mais finalement, pour ensuite renvoyer à des choses existantes, voilà. Enfin, qu'est-ce que ça fait naître en termes d'engagement politique? Alors là, je pars un peu plus c'est quoi l'expression? Quand tu t'avances sur une branche, mais qu'éventuellement la branche va faire ça. Et que tu n'es pas tout à fait sûr de la solidité de ta branche. Il n'y a pas une expression comme ça. En terrain inconnu? Non, pas en terrain inconnu, mais en terrain un peu... miné. Glissant. Merci. Appel du public.
ce que je dis ce soir, en réponse à ta question, ça fait quelques semaines que j'y réfléchis, mais encore une fois, ma perception de tout ça va probablement évoluer quand j'y réfléchirai en étant partie du CIMAN. Mais déjà un début de réponse quelque part. Je vais y répondre en partant du sujet de l'écologie intégrale, qui était pour moi un peu le cas typique d'un sujet où j'étais perdue, où j'avais aucune idée enfin moi l'écologie, j'y connaissais pas grand chose, le recyclage un peu, les océans pas vraiment, la COP 21 je me sentais pas concernée, ensuite Trump a été élu et je suis arrivée ici en n'ayant aucune idée des engagements qu'il fallait que je prenne, des étapes de décision qu'il fallait que je prenne vis-à-vis de l'écologie. Et la première chose dont on me parle, c'est l'écologie. Alors je dois admettre que ça m'a un peu stressée, parce que c'était typiquement quelque chose qui me un peu comme ce que je disais tout à l'heure sur l'effet d'actualité. Ouais, voilà, le contexte actuel où il faut prendre position et tu sais pas comment et tu sais pas par où commencer, quoi. L'écologie, c'était vraiment ça pour moi. Et sauf qu'il fallait que je m'y mette, parce que si ça se faisait ici, bah forcément ça finirait dans la thèse. Et en fait, ce que je pense, c'est que l'écologie intégrale, c'est un peu un sujet, c'est un peu sur le plan intellectuel ce que le CIMAN est sur le plan social, c'est-à-dire un sujet qui colle, qui colle à différents groupes de personnes, quel que soit l'angle par lequel ils approchent. Donc c'est un sujet où l'Église n'a pas déjà une réponse, je ne vais pas dire monolithique, parce qu'aucune des réponses de l'Église n'est monolithique, mais l'Église n'a pas forcément déjà un protocole à donner. Et du coup, sur le sujet de l'écologie intégrale, on voit le processus de réflexion en marche, quoi. On voit les groupes de réflexion, les groupes d'action, donc par exemple le label Église verte qui a été inauguré en septembre, ou créé, je ne sais pas s'il est en action déjà ou il est en action, donc, qui est un label que les églises peuvent adopter, enfin avec des étapes de plus ou moins, des églises plus ou moins vertes. On voit clairement que c'est l'église qui se met en cause elle-même, quoi, qui se demande qu'est-ce qu'on va faire pour que les églises soient pas polluantes, pour que éventuellement les jardins des évêchés soient utilisés comme il faut. Comment est-ce qu'on fait pour encourager des pratiques écologiques parmi notre congrégation, comment est-ce qu'on parle de la nature dans les sermons, donc c'est l'Église qui se questionne elle-même, qui avant de parler aux autres, sauf qu'une fois qu'elle s'est questionnée elle-même, elle en parle aussi aux autres. Donc par exemple, je ne sais pas si ça vous a fait rigoler, mais moi si, le moment où le pape François a offert l'encyclique Laudato Si à Trump quand il a été lui rendre visite. Donc c'est à partir du moment où l'Église n'a pas forcément déjà une réponse et qu'on voit le processus de réflexion, elle a plus ce côté intimidant dont on pouvait parler pour des sujets de société que l'Église traite depuis plus longtemps. Et en fait, le CIMAN, ce côté c'est un sujet où l'Église n'est pas intimidante. Du coup, d'autres groupes autour d'elle, qui ne sont pas catholiques, ont beaucoup plus de facilité à communiquer avec l'Église sur le sujet de l'écologie que sur d'autres sujets. Donc le sujet de l'écologie, c'est vraiment un cas de conversation où l'Église a pu prendre part à des discussions avec des groupes complètement différents et des acteurs différents. Et au CIMAN, ça se reproduit en tout petit. Pour parler de l'écologie intégrale, enfin pour faire de l'écologie en général, tu peux t'inscrire à la MAP, tu peux aller à l'atelier Laudato Si, tu peux assister aux conférences sur la doctrine sociale de l'Église et la nature. Il y aura bientôt une série sur la question animale, faut-il être végan et autres. Mais en fait, ce qui est bien, ce que tu constates, c'est que puisque ça s'inclut dans l'atmosphère du CIMAN, tu peux prendre part à cette conversation, quel que soit le groupe que tu choisis, et tu peux t'investir, tu réalises que c'est pas du coup un sujet pour les élites, que n'importe qui peut prendre part dans ces groupes. Et
Et c'est du coup d'autant plus visible, puisque c'est à l'échelle humaine, qu'on n'est pas forcément tous au même stade de réflexion, qu'on n'est pas forcément tous capables de prendre les mêmes engagements, qu'on n'a pas forcément tous envie, et qu'on n'est pas forcément tous intéressés par les mêmes questions, les mêmes aspects de la question écologique. Enfin, c'est bien pour ça, entre autres, qu'il y a cette diversité, rien que pour parler d'écologie, entre guillemets. Et par contre, la constante dans tous ces groupes et avec tous ces niveaux d'engagement et de réflexion, la constante, c'est qu'on s'interpelle à ce sujet-là et qu'on s'attend à ce que l'autre réponde de façon sincère. Et ça, c'est une base qui... J'ai du mal un peu à exprimer ça, mais c'est un travail de réflexion sur des pratiques et des motivations personnelles, mais doublé d'un partage vachement franc de points de vue, puisque l'atelier Laudato Si, c'est un atelier, on est autour d'une table, c'est pas une conférence, c'est vraiment et les discussions à la map, pour la création de la map, ou quand tu récupères ton cajot, c'est pareil, c'est du cœur à cœur quelque part. Et du coup, et en particulier comme c'est sur l'écologie, c'est de la conversation sur des motivations personnelles, mais avec les autres, sur un sujet qui concerne un avenir commun, à bien des échelles, puisqu'il y a le côté gestion du Simone, où si tu participes à l'atelier Laudato Si, comme l'année dernière, et que tu dis « Ah, ça serait bien qu'on fasse des légumes », ben, paf, là, on te donne la possibilité de créer la map quelque part. Donc l'avenir en commun, mais à échelle vachement concrète, du Simone tout de suite l'année prochaine, bon bah là il y a une AMAP, mais aussi l'avenir en commun à l'échelle de la planète, quoi. Donc qu'est-ce que j'essaie de dire, pardon. Donc ouais, une réflexion personnelle, mais qui implique les autres, qui est toujours une réflexion sur je vais y arriver. C'est une base de dialogue qui permet la rencontre. Oui, mais une base de dialogue qui a lieu par ailleurs dans un espace qui était a priori, par exemple, un espace de travail pour les coworkers ou un espace de loisirs, donc le café. Donc il y a un mélange de genres quelque part où on est dans un espace qui n'est pas forcément toujours Enfin, on n'est pas en état de conférence tout le temps, quelque part. Mais quelque part, une fois que tu as pris part à l'activité du Simone, tu te retrouves dans une relation avec les autres qui a cette dimension de potentiellement, tout peut être un débat, et potentiellement, tous ces débats sont personnels et incluent les autres. Et du coup... Ce que ça crée quelque part, je peux pas dire que ça crée un mode de fonctionnement nouveau, mais ça peut éventuellement l'insuffler à des personnes qui ne l'auraient pas eu ailleurs. Le fait de passer du temps au Simone, ça t'apprend cette façon de réfléchir, quel que soit le sujet. Mais par contre, là où je voudrais tirer un parallèle pour conclure, c'est avec un mode de réflexion et de construction de soi et de présence politique qui a lieu ailleurs, mais que les anthropologues ont redécouvert un peu récemment, qui s'appelle... Les anthropologues ont redécouvert récemment tout un tas de... Je vais y arriver, pardon, je fatigue un peu. Les anthropologues ont redécouvert récemment les derniers cours de Michel Foucault au Collège de France, où il parle d'un concept de philosophie grecque qui s'appelle la parésia, P-A-2-R-H-E-S-I-A. Une parésia, ça se prononce bien comme ça, ceux qui font du grec. Et donc il fait tout un développement sur ça, et c'est un mode de relation, un mode que les anthropologues essayent de retrouver maintenant, une fois qu'ils ont ce concept en tête. Et donc là, ce que j'essaie de faire, c'est est-ce que le Simone est un cas de cette parésia. Et donc la définition, les façons dont cette parésia est définie
par Michel Foucault. Il en fait un peu une suite généalogique dans l'histoire des Grecs. Le premier qui en a vraiment fait parler, c'est Socrate, que je ne connais par ailleurs pas du tout, mais qui introduit la parésia en disant c'est le courage de la vérité. Donc c'est le fait de dire à un autre, donc il y a forcément cette relation, ta vérité, ce que tu penses, et le fait de la dire à quelqu'un d'autre est censé mettre en évidence la différence, potentiellement, entre ce que tu viens de lui dire et ce que tu fais dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'est un peu un grand classique dont on peut toujours s'inspirer aujourd'hui, le fait de dire « Ah, moi je recycle », et quand tu le dis à quelqu'un d'autre qui te fait remarquer que qu'est-ce que c'est que tu as à la main là, que tu viens de jeter dans la mauvaise poubelle, toi c'est un peu donc cette vérité que tu dis à l'autre pour être capable ensuite de remettre en équilibre ce que tu dis, ce que tu crois qui est vrai et puis ce que tu fais. Et ensuite, deuxième étape de la réflexion sur la parésia, c'est les cyniques et Diogène, qui eux par contre ont été un peu plus loin en disant bon, on va réfléchir à comment mettre en accord ce qu'on vit et ce qu'on dit, mais on va en plus en faire une forme de militantisme. Tout ce qu'on dit et puis la façon dont on le vit, on veut en plus que ça soit un peu très, très visible, quoi, très, et Foucault, lui, donc, trace tout ça, et il considère que le point central de ce courage de la vérité, de cette façon de dire aux autres ta vérité et d'en faire ensuite un mode de vie, c'est donc il y a un point clé qui est la dimension de risque dans cette relation quand tu parles à l'autre. Quand tu dis à quelqu'un « je crois ceci » ou « je m'engage à faire cela », il y a plusieurs niveaux de risque quand l'autre peut éventuellement être en désaccord, que ça met en jeu la relation que tu as avec cette personne et que tu choisis quand même d'engager l'autre dans ce rapport de vérité. Quelque part, je me dis, je crois ceci, tu vas peut-être pas être d'accord, ça va peut-être même t'offenser, notre relation va peut-être même en être abîmée, mais je pense qu'il faut quand même que je le dise quelque part, et du coup que je le vis, pardon. Donc la relation à l'autre avec une relation de risque, mais du coup c'est à double face. Plus l'autre est différent, plus le risque est grand. Et donc notamment dans le cas du Simone ou des catholiques, quelque part, plus la personne qui est en face de toi est différente, plus il y a un risque à ce que tu parles de ces sujets profonds, de ta construction personnelle. Mais du coup, plus ça fait une forme pure et élevée, quelque part, de cette vraie réflexion de qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je veux en faire, comment est-ce que j'en parle avec les autres. Plus la personne est différente, plus le risque est élevé, et du coup, plus le fait de faire ce choix de la discussion est intéressant à considérer quelque part. Donc ça, c'est le point risque. Et après, Foucault, parce que c'est Foucault, le lie avec une question de gouvernance, de pouvoir, parce que c'est un peu le thème conducteur de toutes ces études, et il considère que cette relation avec l'autre, avec le courage de la vérité, déjà donne à l'autre un pouvoir de gouvernance sur toi quelque part, puisqu'il peut éventuellement te tenir responsable de ce que tu as dit, de ce que tu t'es engagé à faire, donc un pouvoir de l'autre sur toi, mais aussi éventuellement parce que tu dis je crois que, ou ça donne un pouvoir aux personnes ou aux sujets auxquels tu fais référence. Si tu dis je crois tel philosophe ou tel penseur, ou je crois telle partie de la Bible, etc., tu admets que tu te soumets, que tu te laisses gouverner par une personne, une entité, un concept philosophique, etc. Donc puisque Foucault considère que cette relation avec l'autre inclut des liens de pouvoir et de gouvernance, évidemment, lui, il en fait un rapport au politique, puisque c'est une forme de se parler l'un à l'autre et de faire référence à ces fondamentaux, quelque part, aux bases que l'on croit, où on accepte d'être lié à telle personne, lié à telle idée, dans un rapport de pouvoir et d'échange. Donc, pour en revenir aux semaines,
c'est la dernière chose que je vais dire, du coup, la conclusion de ce que je voulais dire, c'est que quand on parle de Parésia et de Foucault, etc., ça te fait tout de suite un peu énorme, quelque part. Et j'ai pas évoqué ce concept pour dire que tout le monde au Simone est tout le temps en relation de Parésia les uns avec les autres, de relations profondes, de rapports de gouvernance, etc. Mais ce que je dis, c'est que le Simone, par sa structure avec des petits groupes qui se connaissent très bien, qui interagissent les uns avec les autres, le Simone, par sa construction qui est explicitement vouée au débat, vouée à la relation de questionnement mutuel, prête à cette possibilité d'avoir cette relation avec les autres, de parler de fondamentaux, et puisque dans une étape un peu à la Diogène de la Parésia, quand tu parles de quelque chose et que tu veux le vivre en vérité, ça te mène à l'action. C'est là aussi qu'on retrouve Enfin, tu peux aussi considérer que le fait de dire l'écologie ça m'intéresse, je veux y faire quelque chose, on va créer une AMAP, c'est une forme de cette mise en œuvre. Et ça commence à petite échelle quelque part. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que les anthropologues, quand ils étudient le christianisme ou l'activisme, etc., en général, c'est à 100%, à fond, etc. Mais ce qui est intéressant au Simone, c'est que tu peux déjà voir la prise d'action à une échelle qui n'est pas énorme, mais qui est déjà Donc, par exemple, pour les coworkers, le fait de recycler, qui n'est pas toujours fait, mais qu'on essaye. Et le fait de créer une AMAP, c'est déjà beaucoup plus. Le fait de lancer un atelier, c'est beaucoup plus. Et le fait, ensuite, de dire, bon, je ne vais plus habiter à Lyon, mais je vais créer le Dorothy à Paris, pareil, ça lance quelque part. C'est un peu l'amorce de langage. Si je dis c'est un incubateur d'acteurs, je vais avoir l'impression d'être le président, mais bon. Donc ça engage une relation au long terme entre des personnes qui s'engagent les unes vis-à-vis des autres et qui, par cet engagement les unes vis-à-vis des autres, prennent une habitude quelque part de dire je vais faire ceci, alors du coup je le fais, je vais faire ceci parce que cela, et qui ensuite, en sortant du cadre du Simone quelque part, parce que le Simone n'est pas non plus voué à devenir ni un parti politique, ni un acteur à un niveau énorme, encore une fois, principe de la subsidiarité, etc., mais quelqu'un qui a fait l'expérience de ce genre de relation au Simone peut ensuite sortir du Simone et remettre en œuvre ces relations proches de personne à personne, le fait d'être consistant et cohérent dans la façon dont on se présente, le fait d'avoir une idée de ce qu'on fait et de pourquoi on le fait, et le fait de surtout toujours mettre de la valeur au fait de parler aux personnes qui t'entourent, quelles que soient les personnes qui t'entourent, que ce soit les personnes qui travaillent à côté de toi, que ce soit les personnes qui viennent au café avec toi, le fait de pouvoir engager ces conversations, quelles que soient les différences qui par ailleurs peuvent être là. Voilà. Merci Camille. Passer aux questions, si vous en avez. Si Camille a encore de la voix. Ouais. Je voulais juste te dire, j'ai un peu l'impression d'avoir été vachement... Enfin, encore une fois, ce que j'ai dit au début, c'est que l'anthropologie veut d'abord parler du petit détail, de la vraie vie de tous les jours, etc. Et là, j'ai absolument pas fait ça ce soir. J'ai vraiment juste parlé des grands thèmes, de la relation, etc. Donc quelque part, la façon dont j'ai présenté tout ça ce soir est contraire à la façon dont ça sera fait dans la thèse, qui partira vraiment beaucoup plus de petites interactions, de vraies personnes, etc. Donc ça, je voulais pas faire ça ce soir, d'une part parce que j'ai pas pu réfléchir à comment présenter tout ça et que ça soit anonyme et que ça soit bien fait quelque part. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Justement, à propos d'engagement, est-ce qu'il y a une volonté de pédagogie d'expliquer aux Anglais ce qui se passe en France, c'est-à-dire que la thèse est proprement écrite pour des Anglais? La thèse va être proprement écrite pour des anthropologues en premier cas, parce qu'on sait comment on réfléchit les uns les autres quelque part. Mais il se trouve que une majorité des anthropologues sont soit anglais, soit américains. Donc c'est sûr que c'est à ce public-là que ça va être destiné. Pour en revenir un peu aux questions du biais et autres,
la question du public de destination et de la pédagogie, c'est vrai que c'est une vraie question qu'on doit se poser avant d'écrire la thèse ou d'écrire un article pour une publication. Parce qu'il y a beaucoup d'anthropologues qui sont activement engagés eux-mêmes dans les communautés dont ils parlent. Et donc une perception généralisée dans la communauté d'anthropologues que si tu décris ça, c'est que tu es d'accord et que tu approuves quelque part. Quelque chose qui est forcément un peu difficile à accepter quand tu parles par exemple d'une élection politique où tu vas rencontrer des personnes qui ont voté pour tous les candidats différents. Mais ouais, c'est vrai que la façon dont je vais en parler, puisque j'ai vécu ici pendant un an, puisque j'ai eu ces interactions d'amitié, etc., va forcément être chargée émotionnellement quelque part, de dire voilà ce qui se passe. Faut pas faire de raccourcis, faut pas généraliser, faut pas. Et puisqu'il y a un peu un historique du stéréotype du catholique, du stéréotype de la personne qui a fait la manif pour tous, etc. C'est vrai que je le veuille ou non, forcément il va y avoir un côté de pédagogie pour mes profs et puis pour les lecteurs qui vont être surtout en public d'anthropologues, de dire attends, arrête de faire ces amalgames, quoi. Ce que c'est intéressant avec l'anthropologie, c'est d'expliquer l'autre, justement. Maintenant on se connaît déjà en France, mais du coup c'est d'expliquer notre démarche des catholiques français. Ouais. Et en fait, ça c'est un de mes regrets quelque part avec l'anthropologie, c'est qu'en général, c'est un peu une bulle comme discipline, les anthropologues parlent aux anthropologues, mais pas à grand nombre d'autres. Et ça vient du... Comme on n'a absolument pas envie de dire l'étude que j'ai faite est représentative de tous les catholiques pendant tous les temps, dans tout le monde, on part un peu dans l'extrême inverse en disant ce que j'ai vu, bon, c'était un petit café dans une ville, et puis ça avait vraiment lieu cette année-là, donc ça sera plus applicable quelque part. Dans 2 ans, le Simone sera très différent de ce qu'il est maintenant, et puis la situation politique aura changé, et puis du coup lisez ce que j'ai à dire, mais ne vous en servez pas plus quelque part. Et ça c'est un peu un de mes regrets pour ma discipline en général, quoi, le fait qu'on n'essaye jamais de parler à d'autres que des anthropologues, qu'il y ait très rarement un anthropologue qui soit au contact d'un homme politique par exemple, ou des médias, ou un sociologue ou sciences politiques pour faire le... Oui, les anthropologues qui ont marqué un peu l'histoire, on dit Artio, René Girard, ouais, ça c'est vrai que c'est... Mais il y en a beaucoup moins quelque part. Si tu es capable de les nommer, ça prouve un peu le fait qu'une fois de temps en temps, il y en a un qui est excellent. Enfin, on peut marquer un petit temps de pensée pour Françoise Héritier, par exemple, qui est décédée aujourd'hui, enfin dans la nuit. Quelque part, le fait que tout le monde soit capable de nommer un anthropologue, ça me fait un petit peu peur. Parce que ça veut dire qu'il n'y a que ceux qui sont exceptionnels qu'on connaît, et puis les autres, par contre, n'ont pas vraiment d'impact. Et si un jour j'ai suffisamment de crédibilité pour pouvoir distribuer de façon un peu plus large que juste mes profs et juste les personnes qui vont noter ma thèse, ça pourrait être quelque chose de bien aussi. Bonsoir. Si on devait faire un peu de prospective avec ce que tu as vu cette année, comment, d'après toi, les altercato et le Simone vont évoluer d'ici 25 ans? Avec les différentes étapes. En 25 ans, comment, d'après toi, avec ce que tu as vu Alors, dans 25 ans, je sais pas, mais ce qu'on peut commencer à dire, c'est que un des intérêts du Simone, c'est qu'il comporte ses propres limites, quelque part. Tu peux créer des ateliers, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une seule soirée de libre dans l'espace qu'on a ici, quelque part. Et c'est bénéfique, parce qu'à partir du moment où tu t'étends de plus en plus, à partir du moment où tu changes de lieu,
tu perds l'atmosphère, tu perds la cohésion entre les membres, etc. Donc ça, c'est une chose que je peux dire, quels que soient un peu les vœux du bureau que je ne prétendrai pas connaître, c'est que le Simone peut potentiellement grossir, mais pas plus qu'un certain point. Et que c'est bien en soi. L'autre chose que je peux dire, c'est que le futur du Simone, et je parle du futur du Simone, pas du futur des altercatos, c'est différent. Le futur du Simone dépend beaucoup, à mon avis, en termes assez structurels quelque part, dépend beaucoup de quelques personnes clés qui sont... Tu sais, j'ai parlé du fait qu'il y a beaucoup d'engagement personnel, on dit investis-toi autant que tu veux, etc. Donc c'est beaucoup du volontariat, de la prospective, etc. Et il y a quelques personnes clés qui sont absolument nécessaires pour que tout ça puisse avoir lieu, mais qui elles-mêmes n'ont pas vraiment accès à ce feeling, qui sont les bénévoles et les salariés. Donc quelque part, s'il n'y a pas de bénévoles pour que le café soit ouvert le samedi matin, il n'y aura pas d'atelier le samedi matin. Donc ça, c'est un peu la base nécessaire, quoi. S'il n'y a pas quelqu'un pour ouvrir le café, s'il n'y a pas quelqu'un pour faire les cafés, l'expansion intellectuelle, l'expansion culturelle, tout ça ne peut pas vraiment avoir lieu. Mais par ailleurs, quelqu'un qui est bénévole, qui donne du temps aux Simone pour faire les cafés, pour nettoyer la salle, etc., je trouve ça incroyablement... c'est quoi le mot Enfin, ils donnent d'eux-mêmes. Quand tu donnes de toi, altruiste, exactement. Merci beaucoup. Je trouve ça incroyablement altruiste, parce que c'est beaucoup plus difficile de se dire je fais du développement de moi-même, je crée mon rapport à la politique, etc., quand tu es en train de faire la vaisselle. Et donc je pense qu'il y a une grosse partie du futur du Simone, je ne peux pas dire dans quelle direction ça va aller, mais qui dépend de ces quelques personnes clés-là qui sont extra et qui sont non seulement la base sur laquelle les activités peuvent se construire, et les portiers du Simone quelque part. L'entrée au Simone, la première interaction avec l'atmosphère, l'ambiance, c'est quand Grégoire ou Sixtine ou Camille ou tous les bénévoles, etc., te présentent le projet, te présentent le... Donc voilà tout ce que je peux dire en termes un peu d'observation assez neutre. Et après, tout le reste dépendra du bureau et c'est pas à moi d'essayer d'être devant quelque part. Voilà. Et là, si vous voulez adhérer ou devenir bénévole, Camille est ici présent et enregistré. Est-ce qu'il y en a parmi les coworkers peut-être qui voudraient réagir aussi, parce que vous avez quand même travaillé avec Camille. Oui, parce que ça, est-ce que, dans ce qu'elle a dit, il y a des choses qui vous font réagir ou... Ça m'aiderait aussi beaucoup pour le reste de la thèse, parce que tout ce que je vous ai dit là, c'est ce que je pense aujourd'hui. Mais si vous pensez que c'était vraiment pas une bonne idée de parler de tout ça, il faudrait mieux me le dire maintenant, avant que j'y passe plus de temps. Bon. Et donc quelques réflexions que ce soit me sera utile. Après, si vous voulez pas le dire devant tout le monde, je suis accessible ce soir et tout le mois jusqu'à la fin du mois de décembre. Mais vos contributions me sont plus que précieuses, elles sont vraiment la moelle de ma recherche, quoi. Sans pression. Guillaume qui se part. Tu vas écrire ta thèse en anglais ? Ouais, entièrement en anglais. Et les entretiens, tout ça, tu vas en anglais ? Les entretiens, je les transcris en français et ensuite je traduis les parties que je vais inclure dans la thèse. C'est le travail le plus long Mais ouais, ça c'est vrai que c'est un exercice intéressant, la traduction, toujours, parce qu'il y a plein de termes qu'on utilise ici sans y réfléchir, qui en fait ne sont pas transposables. Et même s'ils sont transposables, donc il y a un terme qui veut plus ou moins dire la même chose, il y a toujours des nuances qui se perdent. Donc tout à l'heure, quand je disais qu'il faut que je réfléchisse à mes biais en permanence, la traduction c'est pareil, il faut réfléchir en permanence aux nuances que tu peux éventuellement perdre, et ça fait des phrases du coup à rallonge.
le mot français que tu mets en français qu'on traduirait par ça, mais avec la nuance de, etc. etc. Un classique, c'est par exemple, en français, tu dis la liberté de parole. Donc c'est une potentialité, tu as la liberté de prendre la parole si tu veux. Alors qu'en anglais, l'équivalent, c'est free speech, donc c'est la parole libre. Mais il faut déjà que tu aies pris la parole quelque part. Donc ça y est, paf, déjà rien que pour un truc aussi évident dont on parle tout le temps, dans des questions de politique, dans le contexte actuel par exemple, ben, ça y est, tu te fais des nœuds au cerveau. En fait, moi j'étais bien intéressé par ce que tu as dit sur la Parésia, même si je n'ai pas tout compris. Je trouve qu'il y a vraiment un truc important dans ce que tu as dit, et que moi je lis à ce que tu as dit sur à la fois les marges et sur cette histoire de. En fait, les gens qui sont au Simone, quand on y regarde de près, ne sont pas des catholiques. Comment dire, forcément bien identifiable. C'est-à-dire que, en fait, l'accès qu'on se donne à la marge provient du fait qu'on reconnaît en nous-mêmes, au sein même des catholiques, qu'il y a des marges. Il n'y a pas une frontière bien définie entre disons, dans l'expérience sociale, entre le catholique et le non-catholique. En fait, c'est une espèce de série de degrés. Et en fait, c'est parce que peut-être qu'on admet cette série de degrés avec une forme de parésia, une forme de franc-parler, que les marges viennent à nous. Viennent à vous, absolument. Et du coup, ça veut dire qu'en fait, c'est vraiment bizarre parce que je pose une question en tenant le. Quelle question ? En fait, ça veut dire que. Non, j'ai oublié ce que je voulais dire. Parce que, en fait, ces histoires de marge, de pas marge, de centre, etc. En fait, est-ce qu'on n'est pas une sorte de micro-espace public ? C'est-à-dire, en fait, n'importe qui peut venir, je sais pas, Luc vient et il prend la parole et il dit un truc et il avance ses arguments et il est rentré dans un espace public en fait. Et du coup, ça, je sais pas trop ce que je veux dire. Parce que, tu vois, en fait, on ne cherche pas à accéder à un espace public qui serait vraiment pas un espace médiatique. Tu vois, de temps en temps, il y a des journalistes qui viennent nous poser des questions, on leur répond vaguement. Il y en a toujours, c'est toujours une personne différente qui va leur parler. Et du coup, en fait, ce qui nous intéresse, c'est pas tellement l'accès à un espace public, ou un espace qu'on penserait être l'espace public, parce qu'en fait, c'est un espace qui est déserté, et que les gens sont relativement distanciés par rapport à cet espace. Et donc, du coup, on dit, en fait, on va nous-mêmes créer une sorte d'espace public dans lequel rentre qui veut, et où les gens parlent si on veut parler. Et puis, je crois que je vois ce que tu veux dire. Quand tu as dit est-ce que le Simone est un micro-espace public, là j'ai tiqué parce que je pense pas que le Simone soit un micro quoi que ce soit. Si tu dis micro, ça sous-entend que c'est une version en plus petit d'un truc plus gros. Or ça c'est ce qu'on fait pas justement. Le Simone est un espace public, c'est un café, n'importe qui peut y rentrer. Donc ça, ma définition de l'espace public, c'est ça, c'est le fait que n'importe qui peut y accéder. Après, c'est vrai que la façon dont on pense à l'espace public en général, c'est un peu vague, c'est un peu la rue. Et en fait, c'est l'espace, quoi. Et moi, je le vois de façon assez... et justement, ça c'est intéressant d'ailleurs, la différence. Toi, tu penses à l'espace médiatique, moi je pense un peu à l'espace géographique, quelque part, un parc. C'est un espace public. Sauf qu'effectivement, dans un parc, tu peux rencontrer n'importe qui, mais tu iras rarement lui poser des questions, quoi. Donc et donc dans ce sens-là, le Simone est un espace public, pas micro, mais un espace public en concentré, où tu peux avoir n'importe qui, mais tu les mets dans une petite boîte et tu les fais interagir. Je sais pas si ça... Moi j'ai une petite... comment on appelle ça, réflexion, une question. C'est qu'il y a une forme peut-être
dans la légèreté, on a une impression de légèreté justement. Est-ce que c'est pas aussi une forme de perfection, enfin d'une tentative de perfection du catholique par lui-même? C'est-à-dire, tout le monde peut venir, mais dans ce souci de ne pas juger, d'accepter tout le monde, où on est plutôt d'une modestie, comment je pourrais appeler ça, c'est pas une modestie, mais c'est, on peut, c'est, comment, merde, c'est, comment je peux expliquer ça? C'est aussi tout ça chez les catholiques, c'est-à-dire on a l'impression que ça serait un catholicisme, je ne sais pas comment on dit, light, alors que ça n'en est pas un, quoi. Ouais. C'est aussi parce que tous les paramètres des catholiques sont pris et sont justement la parésia, si j'ai bien compris. Ça serait un petit peu fais ce que je te dis mais fais pas ce que je fais. On peut aussi l'interpréter comme ça. Si j'ai bien... Ouais, ou c'est l'inverse. Non, c'est faisons tous ce que je dis. Puisque je dis que je le fais, ben faisons-le, quoi. Ouais. Mais avec ce paramètre, t'as pas pris l'exemple de dire je te dis faut pas acheter je fais attention à ce que je fais, mais en réalité je le fous dans la mauvaise poubelle, quoi. Ouais, ça c'est le... Ouais, l'intérêt d'investir les autres dans ce processus, que les autres puissent te dire mais tu dis quelque chose et tu fais l'inverse. Alors et du donc, coup, de te ramener... Mais on peut retrouver tous les paramètres justement pour pas blesser, pour pas... Et finalement, ça serait aussi une version catholique qui est pas si light que ça. Ouais. Et dans toute sa splendeur, même je dirais, contrairement à des endroits plus sur un autre registre. Il y a plusieurs registres où là il y a le gars il arrive, il est ce qu'il est et on le prend pas pour ce qu'il est, quoi. Parce qu'on se dit nous on a la science infuse. Et ici justement il n'y a pas ça, mais c'est aussi parce qu'il y a une forme de... Je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est dur à expliquer. C'est aussi parce que finalement, on a l'impression que c'est pas catholique, mais c'est peut-être aussi parce que ça l'est beaucoup qu'on a cette impression que ça... C'est vrai que quand tu arrives au Simone, tu as très rarement des conversations sur les règles du catholicisme. Ouais, parce que c'est pas prétentieux, parce que c'est pas... Et on peut retrouver toutes les grandes lignes... Et c'est vrai que c'est un lieu qui réfléchit à des questions du style la charité, et qui ensuite met en œuvre, bon allez on va avoir le sticker du carillon, et après, mon boulot à moi n'est pas de dire c'est un lieu parfait du catholicisme, mais c'est vrai que, si j'ai bien compris, l'inspiration qui a créé aussi, qui a poussé à la création du Simone, venait de ça, venait du fait de dire on va réfléchir ensemble à notre vie sociale et politique en utilisant la doctrine sociale de l'Église et les bases fondamentales du catholicisme, en se disant bon maintenant comment est-ce qu'on fait pour être un café qui est aussi la charité, pour être un café qui est aussi l'ouverture, pour être un café qui s'intéresse au travail, pour être etc. Donc ça c'est si toi tu perçois cette distinction des deux étages, quelque part, du catholicisme qui te laisse libre, mais qui en fait est très réfléchi et est assez poussé à la façon dans la façon dont les choses sont mises en place. Dans ce cas-là, quelque part, c'est toi qui le dis, c'est une validation du fait que le Simone marche sur certains registres de la façon dont c'était prévu. Donc c'est assez génial. Après, moi, mon boulot n'est pas de faire n'est pas de faire cette affirmation-là toute seule, mais effectivement, oui, ça c'est quelque chose que je constate. Et puis aussi dans le long terme, quelque part. Par exemple, le carillon, c'est le fait de réfléchir à la charité, le fait de réfléchir à est-ce qu'on fait des cafés suspendus, le fait de réfléchir à est-ce qu'on ouvre l'espace en période de grand froid, etc. C'est des débats qui ont eu lieu, des conversations qui ont été lancées autour de moi. Et donc effectivement, ça c'est aussi quelque chose qui va prendre une part centrale de ma thèse, quoi. La réflexion on a des bases de réflexion, maintenant on va les mettre en action. Ça fait partie de l'impulsion des altercato. Toute dernière question. Est-ce qu'il y a des sujets très précis
dans tous les entretiens que tu as pu avoir avec des membres de l'association, des acteurs du Simone, du Simone, tout ça, est-ce qu'il y a des points très précis où quand les gens te parlent du projet, tu prends tes distances avec le discours en disant là par exemple, en fait, dans ta méthode d'évaluation, d'enquête, d'anthropologie, etc., c'est la subjectivité d'une méthode en gros. Tu vas adhérer, tu vas prendre place dans l'environnement du lieu, mais est-ce qu'il y a des discours dans l'association, quand tu parles avec Marie-Hélène, avec moi, avec d'autres, où tu dis il y a une distance critique d'analyse obligatoire. Par exemple, je ne sais pas comment on va dire, d'une manière ou d'une autre, nous, on a l'ambition, en gros, avec ce lieu de peser politiquement d'une certaine manière, etc. Ça peut paraître un truc, il y a plein de gens qui pensent effectivement que le Simone est un café. Ouais. Et c'est tout. Ils ont plein de bonnes raisons de le penser, tu vois. Et on a plein de bonnes raisons, nous, d'être parfois un peu café, quand on dit Simone c'est un café sympa, pas sympa. Évidemment, c'est un critère important dans ce qu'on fait. Mais on a tous la volonté de comprendre que c'est aussi pas mal de choses au-delà ou par ce moyen-là, etc. Et je voulais savoir, moi, en gros, est-ce que le discours, en gros, c'était un pari, tu vois, le Simone, dans une démarche associative, où au départ, ce qu'on propose vraiment, ce qui fait l'association, c'est les conférences, la formation, etc. Et le pari avec le Simone, le risque, plus directement, c'est qu'on devient un café, tu vois. Le Simone, c'est le coworking plus le café, c'est intéressant pour nous dans la mesure où ça fait vivre notre projet, ça nous amène un nouveau public, ça nous permet de développer une économie, etc. Et tout ce discours-là, ça m'intéresse, moi, qui suis un acteur noyé au milieu des choses, j'ai besoin des sciences sociales pour ça, tu vois, pour savoir si le discours qu'on tient là-dessus, il est, s'il sonne vrai, ou si le réflexe, c'est une sorte de distance critique, genre la politique est tu me demandes en tant que chercheuse détachée ou personnellement? Non, mais en l'occurrence, c'est un peu les deux. Je pense que après tu peux rentrer aussi par toi ce que tu as étudié, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas différentes perceptions justement du Simone est-ce que à la fin il n'y a pas des personnes qui côtoient le Simone comme un projet, comme quelque chose de construit, avec une vision, une intention, etc. Et des personnes qui sont complètement extérieures à ça. En gros, il y a la question, elle porte en plus la deuxième partie de ta thèse, c'est-à-dire le moment où tu vas faire le va-et-vient, perception que les acteurs ont eux-mêmes de leur activité, et une sorte de perception critique plus objectivante, tu vois. Est-ce que vraiment ils font de la politique? Est-ce que vraiment ils font de la politique? Je pense que... Il nous reste que 10 minutes. Bah écoute, je vais en avoir besoin. Ok, alors rapidement. Je veux ton brouillon de la partie de la façon dont tu as abordé la question de est-ce qu'il y a des moments où tu te détaches un peu, j'ai des fois ce sentiment, pas quand on me dit le projet était d'eux, parce que ça quelque part c'est du positif et je le note quoi, les projets des gens, les aspirations, les buts, etc. Je veux dire ça fait partie, même si c'est pas encore en action quelque part, ça fait absolument partie de ce qui est important dans la thèse, quoi. Ce que pensent les gens en plus de ce que font les gens quelque part. Après, les moments où j'ai effectivement eu un peu plus de mal dans des conversations, c'est quand cette discussion du projet se détachait trop de la perception réaliste de ce qui se passe pour de vrai, quoi. Donc quand tu dis des fois on en a marre d'entendre on est un café, c'est là que j'ai un peu plus de mal, parce que la vision qu'on me demande d'avoir sur place, c'est justement de prendre comme matière première les gens qui sont vraiment là, quoi. Et du coup, c'est vrai que ma première approche du Simone va être les gens qui viennent pour le café, les gens qui viennent pour le coworking, les bénévoles, etc. Et du coup, ouais, bien sûr. Mais du coup, c'est vrai que c'est là que s'opère éventuellement dans une petite dissonance, quand la discussion du projet devient tellement
je sais pas comment dire, un peu trop abstraite, quoi. Vu que moi, il faut que je passe mon temps à faire des liens entre le projet, ce qui est écrit sur le site internet, ce qui est écrit, laboratoire d'action, atelier de formation, laboratoire d'action, etc. Tu vois, chaque fois que les altercatos sont définis, moi je passe mon temps à faire des va-et-vient en disant, bon, est-ce que ça, je le vois sur place, est-ce que ça, je le vois sur place, etc. Donc quand j'ai une conversation avec quelqu'un qui part un petit peu trop en oubliant le fait que, au point où on en est, il y a une donnée inéchappable, quoi, qui est qu'on en est déjà à ce point-là, de café, de coworking, etc. Quand on ne parle plus que du projet, quelque part, et du projet initial en particulier, c'est là que ça me bloque un peu, en me disant, à partir de maintenant, vu que le café est là, que les clients sont là, que les coworkers sont là, etc., je pense que toute discussion du café, toute discussion du projet devrait forcément, quelque part, avoir toujours Mais ça, c'est un peu mon point de vue personnel, puisque c'est ce que je fais, quoi. C'est ce que je suis obligée de faire tout le temps. Et si la discussion du projet des altercatos, pour certains d'entre vous, est plus facile à faire en termes philosophiques et en termes, pas abstraits, mais en termes de projet, sans forcément faire tout le temps référence au nombre de clients que vous avez, à quel jour ils viennent, etc., c'est aussi quelque chose que j'admets, quoi. Et je suis sûre qu'il y avait une deuxième partie à ta question. Ah oui, si, ce que je voulais dire d'autre, c'est que quelque part, quand le projet est décrit comme ça, pour moi, ça devient un peu une catégorie entre ce que je vois au Simone dans la vie de tous les jours et les fameux bouquins de que doivent faire les catholiques et autres, le devrait. Et donc, ça, c'est quelque chose d'ailleurs qu'il va falloir que je demande de l'aide à mon directeur de thèse. C'est que je ne sais absolument pas dans ma thèse comment prendre en compte tous ces livres qui seront écrits sur les catholiques dans la vie publique, etc. Donc typiquement, Jean-Luc Marion et autres. Est-ce que est-ce qu'il faut que je le traite comme un livre académique? Est-ce qu'il faut que je le traite comme un acteur du terrain? Est-ce qu'il faut que, enfin, tu vois, donc c'est Jean-Noël Dumont encore plus, vu qu'il a des relations personnelles avec un certain nombre d'entre vous. Et du coup, ces bouquins, ces textes que je peux citer, quelle place est-ce qu'ils ont dans la discussion du projet, dans la relation de qu'est-ce qui se passe sur place par rapport à ces textes, etc. Et du coup, quand on discute le projet des altercatos, ça rentre un peu dans ce contraste que je fais un peu en permanence de qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils disent pour le futur, ou qu'est-ce qu'ils disent comme idéal, mais qui n'est pas vraiment un futur, quoi, qui est juste tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, une théorie. Merci, Aloche. Et encore une fois, en théorie, l'analyse de l'anthropologue se fait une fois qu'on est parti du terrain, justement pour avoir du détachement, de tout ça. Donc là, ce que je viens de faire ce soir, c'est un premier jet quelque part, mais ça vient un peu des tripes. Et repose-moi la question dans 2 ans quelque part. C'est un peu... Donc voilà. Cool, merci.